Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce chat qui s'intitule Maigrir sans régime. Alors je suppose que si vous êtes là, c'est certainement que vous vous demandez comment maigrir sans régime. Est-ce que c'est même seulement possible? Peut-être qu'il s'agit d'une arnaque, comme on en voit quand on en voit des quantités. J'ai écrit un livre il y a 25 ans qui s'appelait Maigrir sans régime et à cette époque-là, ça a beaucoup fait sourire. Aujourd'hui, ça fait beaucoup moins sourire et la méthode que j'ai développée dans ces années-là a été très largement reprise ou elle inspire aujourd'hui, en tout cas, la pratique de nombreux services hospitaliers qu'on a même formés. On a créé une association depuis qui forment les médecins, les praticiens spécialistes à ces techniques-là et qui sont maintenant aussi enseignés dans les hôpitaux, dans les services de nutrition. Alors, je vais me faire un plaisir de répondre à toutes les questions que vous voudrez bien me poser. Le temps que les questions arrivent, je vais m'employer à rappeler un certain nombre de points importants dans cette approche-là. Alors, la première chose, c'est de rappeler que pour perdre du poids, il n'y a qu'une seule condition sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est au moins un consensus. Il suffit de manger moins de calories, simplement, et rien d'autre. Moins de calories. Même l'activité sportive n'a qu'un très faible impact sur la perte de poids. On pense que c'est quand même beaucoup plus intéressant pour la stabilisation du poids. Bon, l'activité physique a évidemment énormément d'autres intérêts, autres que le poids, qui sont tout aussi importants. Mais dans la perte de poids elle-même, ça a finalement très peu d'impact. Peut-être plus dans la stabilisation. Premier point. Deuxième point, pour maigrir, est-ce qu'il y aurait des calories qui vaudraient mieux, un certain type de calories qui vaudrait mieux retirer plutôt que d'autres? Est-ce qu'il vaut mieux retirer le gras ou retirer le sucre? Alors, c'est pas très compliqué, comme dans la nourriture, il n'y a que 3 nutriments, on ne peut retirer que ces 3-là, les protéines, les glucides et les lipides. Bon, les protéines, en général, on ne les touche pas. Donc, finalement, la question se résume à, pour maigrir, est-ce qu'il vaut mieux retirer du gras ou est-ce qu'il vaut mieux retirer du sucre? Bon, alors là-dessus, on a des réponses. Et notamment, je pense à une étude d'un chercheur américain qui, pour répondre à la question, a compilé toutes les études qui avaient été réalisées sur ce sujet-là. Donc, en fait, elle est remontée à la création des bases de données scientifiques et médicales, et elle a compilé tout ce qui avait été fait depuis la création de ces bases de données. Elle a recensé 3517 études, pour être précis, et la conclusion de sa synthèse, c'est très simple, c'est que vous retiriez du gras ou du sucre à quantité équivalente, le résultat est strictement le même. En gros, je vais faire simple, que vous retiriez 500 calories de brocoli ou 500 calories de pistache, il se passe exactement la même chose. Donc ça, c'est le deuxième point. Un troisième point qui fait un petit peu partie d'ailleurs de celui-là, c'est juste une petite, une petite expérience que j'aime bien rappeler. C'est un match qui avait, enfin un match, c'est un peu exagéré, mais enfin disons, c'est 2 expériences qu'on peut mettre dos à dos. La première avait été faite par, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film qui s'appelait Super Size Me et qui avait été réalisé par un gars qui s'appelait Morgan Spurlock. Alors, Super Size Me, c'est un documentaire qui relate cette expérience de Morgan Spurlock qui, pendant un mois, s'était imposé de manger matin, midi et soir chez McDonald's. Donc, tous les jours, 30 jours, pendant un mois, matin, midi et soir, il ne mangeait que la nourriture qu'on pouvait trouver au McDo. En un mois, il a pris 11 kilos.
Il a pris 11 kilos, il s'est ruiné la santé. Au bout de 3 jours, il vomissait ses repas, il n'en pouvait plus, il a quand même persisté. Et puis, au bout du compte, il était complètement déprimé, et il avait augmenté son cholestérol, ses triglycérides, enfin, tout un tas de paramètres de santé. Bon, parallèlement à ça, un autre individu qui, lui, était professeur de nutrition à l'université d'État du Kansas, et qui s'appelle Mark Aube, a fait une expérience un peu l'opposé finalement. Alors, lui s'est nourri pendant 2 mois uniquement de brownies, de tacos, de crème glacée, enfin que des produits gras sucrés. Et lui, en 2 mois, il a perdu 12 kilos. Et il a tout amélioré. Alors lui, il a amélioré son cholestérol, il a amélioré ses triglycérides, il est ressorti comme un tout jeune, quoi. Donc il y en a un qui va chez McDo pendant 1 mois qui prend 11 kilos, il y en a un autre qui pendant 2 mois mange que des tacos, des chips et des brownies, et qui perd 12 kilos. Il y en a un qui se flingue la santé, et il y en a un deuxième qui va plutôt même l'améliorer. Bon, alors, est-ce qu'il y a une supercherie dans cette histoire-là? Eh bien, en fait, pas du tout. Mais il y a une différence entre les 2 expériences. C'est que ce que ne disait pas Morgan Spurlock, ou qu'il disait de façon assez discrète, c'est que pendant 1 mois, il s'est forcé à consommer tous les jours 5000 calories. Alors que Mark Aube, lui, s'est forcé à ne pas dépasser 1800 calories. En gros, ils ont consommé à peu près la même nourriture, aussi grasse et sucrée l'un que l'autre. L'un a perdu du poids, l'autre en a pris. La seule différence, c'est la quantité de calories. Voilà, donc vous pouvez manger du gras et du sucre. Si vous en mangez beaucoup, vous grossissez. Si vous en mangez peu, vous maigrissez. Donc on peut maigrir aussi bien, on peut maigrir en mangeant des pizzas surgelées et des hamburgers. 4e point, important à rappeler, des chiffres que personne ne conteste plus, les régimes, sur la durée, ne parviennent pas à faire maigrir. Ça peut faire maigrir un certain temps. En général, 6 mois, 1 an, 2 ans, et on fait des études aujourd'hui pour évaluer l'efficacité. Les études, on s'impose des études qui durent au moins 2 ou 3 ans. C'est-à-dire qu'avant ça n'a pas tellement de valeur. Avant ça, on sait que les gens maigrissent, il faut un régime, ils maigrissent, et la question c'est de savoir combien de temps ils vont réussir à tenir sur leur poids. Bon, donc pour avoir une idée qui signifie quelque chose, il faut se donner un recul d'environ 2 ou 3 ans. À 3 ans, 95% de tous ceux qui ont fait un régime, qui ont perdu du poids en faisant un régime, 95% ont repris le poids. Alors, est-ce qu'il y aurait un régime qui serait meilleur qu'un autre? Est-ce qu'un régime équilibré serait plus intéressant, plus efficace qu'une diète protéinée? Est-ce qu'un tel ou tel autre aurait plus d'efficacité? Non, absolument pas. Quel que soit le régime, on les a tous testés, ils produisent exactement ce même chiffre, c'est-à-dire ce chiffre de 90 à 95% revient systématiquement dans toutes les études dès lors qu'on fait n'importe quelle évaluation. Bon, et un point important à signaler, c'est qu'il ne s'agit pas de régime loufoque, de régime de supercherie. Là, on parle même de régime équilibré, et on parle même tout simplement de faire attention, d'avoir une alimentation équilibrée, de s'imposer une alimentation équilibrée. Ou, comme on peut dire aussi, d'hygiène de vie, de rééquilibrage alimentaire. Bon, enfin, on a pas mal d'expressions pour contourner le terme de régime, mais qui, au bout du compte, restent quand même des régimes. Bon, donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit équilibré ou déséquilibré, le résultat est exactement le même. On aura de toute façon, au bout de 3 ans, 95% des gens qui auront repris le poids qu'ils auront perdu. Bon, si les gens se contentaient de perdre, de reprendre ce qu'ils ont perdu, ça serait juste un peu désespérant, mais finalement pas si grave. Mais malheureusement, ce n'est pas exactement ce qui se passe. Donc, 5e point, non seulement les régimes ne permettent pas de maigrir très longtemps, mais
dans 40% des cas, on a un rebond pondéral, c'est-à-dire que les gens vont reprendre plus de poids qu'ils en auront perdu. Donc du coup, ils vont aggraver leur surpoids. Sixième point. Alors, sixième point, la question c'est finalement pourquoi est-ce qu'aucun régime ne fonctionne très longtemps? Un certain temps, d'accord? Parfois même, moi je peux vous dire, j'ai vu des gens tenir des régimes très longtemps. Hein. Mais toute la vie, ça semble extrêmement compliqué, extrêmement difficile, et peu de gens réussissent, très 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 peu. Alors, qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça ne marche pas dans la durée? Mais en réalité, quel que soit le type de régime, tous ces régimes ont un point commun. Tous ces régimes reposent sur le contrôle mental du comportement alimentaire. Le contrôle. C'est-à-dire que pour maigrir, il faut s'imposer un contrôle mental. Des règles qu'on essaye de suivre et dont on essaye de ne pas s'écarter. Bon. C'est précisément ce qu'on n'arrive pas à faire. Parce qu'on n'arrive pas à maintenir ce fameux contrôle. Le contrôle, ça demande des efforts, ça demande de l'énergie. Donc, obligatoirement, il y a des moments dans la vie où ces efforts et cette énergie, on ne les a pas. Il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où on est stressé, il y a des moments où on traverse des événements douloureux, il y a des moments où on traverse des événements heureux, et cette énergie pour contrôler, on ne peut pas l'avoir de façon continue et permanente tout au long de sa vie. Donc on aura toujours des ruptures, des moments de rupture dans ce contrôle. Et dans ces périodes de rupture, eh bien, la plupart du temps, on reprend. Alors ça peut prendre du temps, hein. Ça peut se faire sur plusieurs mois, plusieurs années. Mais dans ces périodes de rupture, on reprend une partie du poids qu'on a perdu. Et puis, au fil des mois, au fil des années, on peut tout reprendre. Et parfois, même, on en reprend plus. Donc, finalement, c'est ce qu'on appelle le phénomène yo-yo, un poids qui monte et qui descend, mais qui, globalement, a une tendance ascendante. C'est la dérive ascendante du poids, tout au long de la vie. Bon, alors la question qu'on est en droit de se poser, c'est finalement, comment réussir à manger moins, puisque c'est ça le principe, le but pour maigrir, c'est quand même, le moyen pour maigrir, c'est quand même de manger moins. Donc, comment réussir à manger moins, mais sans que ce soit du contrôle? C'est ça la question. Bon. La solution, c'est finalement de s'appuyer sur ce qu'on appelle nos systèmes de régulation du poids. On a des systèmes de régulation qui sont conçus pour nous ramener systématiquement sur ce qu'on appelle notre poids d'équilibre. Ces systèmes, ce sont eux qui sont responsables des variations de la faim. Donc, par exemple, si vous mangez beaucoup à midi, en théorie, vous aurez moins faim le soir et ça va compenser. Ou à l'inverse, si vous n'avez pas eu le temps de manger à midi, le soir, vous aurez beaucoup plus faim et puis ça va compenser aussi. Et toutes ces variations, ces compensations de la faim sont destinées à chaque fois à vous ramener sur votre poids d'équilibre. Bon, donc, les gens qui prennent du poids, c'est forcément que ces systèmes n'ont pas fonctionné. Voilà. Ils n'ont plus fait leur travail. Bon, et la bonne nouvelle, c'est que on sait aujourd'hui réparer, si je peux dire, on sait réparer ces systèmes et faire en sorte qu'ils se remettent à faire leur travail et nous ramener sur notre poids d'équilibre. Voilà. Alors, comment on va faire? On va travailler sur les systèmes de faim et de satiété, et puis on va surtout travailler, et c'est là que c'est un peu miraculeux, parce que c'est vraiment très récent, et maintenant on sait le faire, on va travailler sur le système des envies de manger. Parce que voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cerveau, il y a à la fois un système qui produit des sensations de faim et de satiété, mais il y a un autre système qui est beaucoup plus important encore, qui lui va déclencher les envies de manger. Et qui va aussi déclencher la disparition des envies de manger. C'est ce qu'on appelle le rassasiement. Donc on va avoir un système qui va déclencher l'envie de manger, du coup qui va déclencher la prise alimentaire.
Et puis ce système, il est aussi chargé d'interrompre la prise alimentaire en faisant disparaître l'envie de manger. Et aujourd'hui, on sait travailler là-dessus. On sait travailler sur ces systèmes et on sait faire diminuer l'envie de manger. Alors évidemment, on ne peut pas la faire diminuer, on ne peut pas la faire diminuer à zéro, ça c'est pas possible. Hein. Mais la ramener, à son niveau naturel, physiologique, et qui correspond au niveau qui nous permet de rejoindre le poids d'équilibre. Voilà. Bon, donc c'est ça le système que vous allez trouver sur l'Anne Coaching qu'on a mis en place. On a mis en place des procédures, des exercices qui portent sur les sensations, qui portent sur la sensation de faim, sur le rassasiement, sur la consommation des aliments, ce qu'on appelle les aliments interdits, en tout cas que les gens s'interdisent, ou alors qu'ils vont consommer, mais qui vont consommer en ayant peur de grossir, sur la peur de manquer, sur la peur d'avoir faim, tous ces exercices qui permettent de revenir à ce qu'on pourrait appeler aussi une alimentation intuitive. Voilà, l'alimentation intuitive, ça consiste tout simplement à manger très spontanément ce qu'on veut, sans faire intervenir ce système du contrôle mental. Voilà. Alors c'est le modèle de l'alimentation intuitive, ça va par exemple être les animaux sauvages, ou ça va être par exemple le bébé. Voilà. C'est-à-dire que le bébé, il ne contrôle pas du tout sa consommation, il mange ce qu'il a envie, autant qu'il a envie, quand il a envie, et puis on s'aperçoit que c'est la quantité qu'il lui faut pour assurer sa croissance. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que finalement le mangeur intuitif? Je sais que ça peut paraître fou, mais finalement, un mangeur intuitif, peut-être que vous en connaissez, il y en a de moins en moins, mais peut-être que vous en avez encore autour de vous, il en existe encore. C'est quelqu'un qui mange ce qu'il veut, quand il veut, autant qu'il veut, et qui reste toujours au même poids. Alors non seulement il va rester au même poids, mais en plus, il va avoir une alimentation qui sera suffisamment diversifiée pour lui garantir un assez bon état de santé. Voilà. Alors on a des enquêtes, on a une très belle enquête là-dessus, qui a été réalisée par la cohorte Nutrinet qu'on a en France, qui est une étude assez exceptionnelle, dans le sens où elle porte sur plusieurs centaines de milliers de personnes qu'on observe depuis des années. Et on a pu mesurer chez ces personnes-là que celles qui mangeaient de façon intuitive, c'est-à-dire en se fiant à leurs sensations alimentaires, simplement, rien d'autre, sans s'occuper de quoi que ce soit d'autre, avaient un poids inférieur à celles qui tentaient de contrôler leur poids de façon mentale en s'astreignant à suivre des règles. Voilà. Bon, disons que grossièrement, je vous ai un petit peu, évoqué des points importants, quoi, les points essentiels. Donc, je vais voir maintenant les questions je vais essayer de répondre aux questions que vous avez commencé à poser. Alors, bon, il y a une question concernant l'ostéoporose qui est un petit peu en marge, mais à laquelle je trouve que ça peut avoir un intérêt de répondre à cette question-là, c'est que, justement, il faut tout à fait différencier les aspects santé et les aspects poids de l'alimentation. Ça n'a absolument rien à voir. Le poids est en rapport uniquement avec la quantité de calories, quel que soit le type de nourriture. C'est-à-dire que je vais schématiser, je vais caricaturer, et c'est tant pis pour c'est tant pis, ou c'est tant mieux. Vous pouvez tout aussi bien maigrir en mangeant des pizzas surgelées industrielles ou grossir en mangeant des légumes bio. Voilà, ça ne change rien. Et sur votre poids, que vous consommiez des pizzas artisanales qui sont réalisées par le petit artisan du coin, le petit restaurateur du coin qui aura soigneusement sélectionné tous ces ingrédients, ou que vous consommiez une pizza industrielle bourrée de colorants, de produits chimiques, etc., sur le poids, à calories égales, ça produit exactement le même résultat. En revanche, pour la santé, c'est pas la même chose du tout.
pour la santé, c'est pas du tout la même chose de consommer que des pizzas ou de consommer que des brocolis ou de consommer que du camembert ou que des pâtes ou que je sais pas trop quoi, du chocolat ou ce que vous voudrez. Évidemment que ça n'aura pas le même effet sur la santé et le but c'est tout simplement de diversifier, d'avoir une alimentation diversifiée, ce que permet d'obtenir une alimentation intuitive. Alors, je ne rentrerai pas dans des explications compliquées, mais le corps, non seulement sait réclamer la quantité de nourriture dont il a besoin, mais aussi il sait réclamer le type d'aliments dont il a besoin pour assurer sa survie. Ce qui est la moindre des choses, parce que sinon on n'y serait pas arrivé depuis le temps que l'homme est sur la Terre. Alors, bonsoir Rachida. Est-ce que l'âge peut modifier le poids d'équilibre? Alors, en réalité, ce n'est pas tant l'âge qui modifie le poids d'équilibre, mais bon, c'est une question vraiment essentielle. Oui, le poids d'équilibre peut se modifier au cours de la vie. Et ce qui modifie le poids d'équilibre, le facteur le plus essentiel, c'est la prise de poids. C'est-à-dire que quand on grossit, eh bien, dans certains cas, et chez certaines personnes, alors c'est pas tout le monde, et c'est pas dans les mêmes proportions non plus, la prise de poids va dérégler le poids d'équilibre. Alors, ça, je suis obligé d'être transparent avec vous, et c'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui la connaissent, qui ne le savent pas, mais ça veut dire très concrètement que quand on a grossi, on n'est pas totalement certain de pouvoir revenir au poids d'avant. Certains pourront en partie, et certains ne pourront pas du tout. Voilà. C'est-à-dire que leur prise de poids aura complètement déréglé leur poids d'équilibre pour un certain nombre. Alors heureusement, c'est une minorité. Pour la majorité, elle aura modifié en partie. Donc ils pourront reperdre une partie du poids qu'ils ont pris. Et puis pour une autre minorité, eux, ils pourront complètement revenir à leur poids d'avant. Ça n'aura rien changé. Voilà. Bon, donc ça, c'est ce qui explique que prendre du poids, c'est jamais complètement anodin, et que tous ces régimes qui font grossir, ils peuvent entraîner des dérèglements tout à fait irréversibles. Alors, bonjour, c'est G. À calories équivalentes, ne vaut-il pas mieux choisir l'aliment qui apporte le plus de vitamines, minéraux et autres nutriments? Alors, oui et non. Moi, je dirais oui et non, en fait. Sur le papier, mathématiquement, arithmétiquement, à calories équivalentes, oui, c'est mieux si on a un aliment plus riche en vitamines et en minéraux. Mais finalement, on n'a pas forcément besoin de penser à tout ça, parce que justement, on a des systèmes qui nous permettent d'être attirés par les aliments qui vont nous apporter les vitamines et les minéraux qui nous manquent. Alors, on a des quantités d'expériences comme ça, et qui sont tout à fait édifiantes. Quand, par exemple, on crée une carence chez des rats, en l'occurrence, c'était des rats, on crée une carence en zinc. Si on leur fait goûter des préparations dans lesquelles on aura introduit dans certaines le zinc, les rats, après avoir goûté les différentes préparations, vont se diriger vers la préparation qui leur apporte le zinc dont on les a carencés. Et ils vont réparer. Voilà. Alors ça peut aller même beaucoup plus loin que ça, parce que si on contamine, je dirais, la préparation avec des solutions amères ou acides qui en principe devraient les rendre tout à fait immangeables, eh bien les rats vont quand même consommer la préparation immangeable, parce qu'elle est trop amère, trop acide, pour pouvoir réparer leur carence en zinc. Alors voilà, donc finalement, on n'a pas tellement besoin de connaître finalement la concentration en minéraux. De toute façon, ça ne servira à rien, on ne saurait pas s'en servir. En minéraux, en magnésium, en sélénium, en fer, en calcium, enfin voilà, toutes ces applications dans lesquelles
on a la liste de tous les nutriments me sortent par les yeux. Je ne vois vraiment pas à quoi ça peut servir. Personne n'est capable de savoir de combien de magnésium, de combien de sélénium, de combien de fer, de combien de calcium il a besoin dans la journée, et encore moins de faire les additions de tous les aliments qu'il a consommés. Voilà, c'est totalement absurde. Ah, coucou Clara. Comment réussir à ne plus mettre d'attention sur ces efforts de contrôle? Bon, ça c'est un peu une... Clara, c'est déjà un peu une question de spécialiste là. Alors effectivement, dans le processus de rassasiement, l'élément déterminant du rassasiement, c'est l'attention sur les sensations alimentaires. Donc sur la faim, sur les sensations gustatives, sur les sensations physiques que ça produit, on sent l'aliment qui passe dans la gorge et tout ça. Toutes ces sensations-là, c'est l'attention qu'on met dessus qui va produire le rassasiement. Bon, c'est pour ça, par exemple, qu'on conseille aux gens d'éviter de manger devant la radio, devant la télévision, devant l'ordinateur, en faisant des jeux ou des choses comme ça, quoi. Parce que justement, ça détourne leur attention. Et quand les gens sont au régime, eh ben, finalement, leur attention est concentrée sur leurs efforts de contrôle. C'est-à-dire que finalement, ils font beaucoup moins attention à leurs sensations alimentaires, à ce qu'ils ressentent, qu'aux efforts de contrôle qu'ils doivent produire pour ne pas trop manger, pour manger les bons aliments, pour s'empêcher de manger certains aliments ou des choses comme ça. Voilà. Alors comment fait-on pour finalement recaler l'attention au bon endroit sur les sensations alimentaires? C'est par des exercices, particuliers sur l'attention. On va énormément développer un certain type d'attention d'ailleurs. Il faut savoir qu'il y a toute une psychologie de l'attention, toute une science de l'attention, et qu'on sait travailler. On va essayer de développer une attention automatique et partagée sur les sensations alimentaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une attention partagée et automatique? C'est le type d'attention, par exemple, dont on se sert en voiture pour conduire. C'est-à-dire que quand vous conduisez, ben en fait, ce que vous allez utiliser comme attention, il y a différentes catégories d'attention, c'est de l'attention partagée. C'est-à-dire que vous allez partager votre attention, que vous allez employer à surveiller beaucoup de choses. Donc, vous devez à la fois surveiller la route, vous devez surveiller votre tableau de bord, vous devez surveiller 3 rétroviseurs. Quand vous avez commencé à apprendre, eh bien, il fallait aussi surveiller ce que faisaient vos mains et ce que faisaient vos pieds. Et vous êtes capable de faire tout ça tout en discutant avec votre passager. C'est ce qu'on appelle de l'attention partagée. Alors, comment c'est possible? Ce n'était pas forcément possible tout de suite. Au début, quand on apprend à conduire, on ne sait pas faire ça. Ça se fait avec du temps et avec de la pratique, et ça se fait pratiquement systématiquement. Il y a très peu de personnes qui ne réussissent pas à apprendre à conduire. Ça se fait donc simplement en répétant et en automatisant l'attention. En fait, l'attention, c'est un geste mental qui fonctionne comme un geste physique. Si vous répétez ce geste mental, eh bien, exactement comme un geste physique, au bout d'un certain temps, il va devenir totalement automatique. Voilà. Et ça, ce sont des exercices qu'on va développer. On va développer une attention sur les sensations alimentaires. Donc, on va apprendre à reconnaître d'abord les sensations alimentaires. Ensuite, on va faire des exercices qui permettent de développer une attention partagée, c'est-à-dire d'être capable à la fois d'être attentif à ces sensations alimentaires tout en étant attentif aux conversations de table, mais aussi en étant attentif à ses propres pensées, c'est-à-dire que de ne pas être coincé dans ses pensées pendant tout un repas, et de pouvoir régulièrement avoir des retours sur soi-même. Et tout ça, ça s'entraîne. C'est des exercices, ce sont des protocoles qu'on a mis en place dans le programme de Line Coaching, que vous trouverez. Et puis voilà, finalement, on apprend à développer cette attention exactement comme à un certain moment, on a appris à conduire. C'est le même type d'attention. Alors c'est un petit peu plus, évidemment, c'est un peu plus subtil. Finalement, c'est pas facile de retirer
l'attention sur les efforts de contrôle, je vous réponds, Clara, parce que finalement, c'est plus. Les gens qui sont dans le contrôle sont dans le contrôle depuis des années et des années, hein, parfois 10, 20, 30, 40, 50 ans. Moi, j'ai soigné des patients de 70 ans qui avaient 60 ans de contrôle derrière eux. Hein. Eh bien, le plus difficile dans les apprentissages, c'est pas d'apprendre, c'est de désapprendre. C'est ça qui est compliqué. C'est de désapprendre le contrôle mental pour mettre en place ce contrôle par les systèmes de dérégulation. Et d'ailleurs, j'insiste sur ce point-là, c'est qu'il ne s'agit pas de retirer le contrôle, en réalité. En réalité, on ne retire pas le contrôle, ça, c'est pas tellement possible. On le remplace par un autre, c'est-à-dire qu'on va retirer le contrôle mental, mais pour le remplacer par un autre contrôle, qui sera, lui, un contrôle naturel, un contrôle physiologique, par nos systèmes de régulation, via les sensations de faim, de rassasiement, et les envies de manger émotionnelles aussi, dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Voilà. Donc en fait, comment ne plus mettre d'attention sur les efforts de contrôle? C'est en apprenant à reconnaître d'abord le contrôle, toutes les pensées de contrôle qu'on peut avoir, parce que parfois elles sont là depuis tellement longtemps qu'on ne les reconnaît même pas comme étant du contrôle. Donc repérer ces pensées de contrôle, et puis les lâcher en allant se reconcentrer sur les sensations alimentaires pour récupérer le rassasiement. Alors au départ, évidemment, ça demande un effort, exactement comme pour la conduite, hein, ça demande un effort de se concentrer. Et puis progressivement, cette attention sur les sensations alimentaires devient complètement automatique. On a automatisé le geste mental. Voilà. Alors, bonjour Fatima. Fatima demande s'il est normal d'avoir sans cesse des envies de manger émotionnelles. Alors, sans cesse, non. Ça, c'est pas normal d'en avoir sans arrêt, tout le temps. Mais je peux expliquer pourquoi certaines personnes en ont tout le temps. En revanche, est-ce qu'il est normal d'avoir des envies de manger émotionnelles? Alors ça, catégoriquement, oui. C'est strictement normal. Les envies de manger émotionnelles sont donc des envies de manger qui ont été provoquées par des émotions et dans laquelle il n'y a pas la sensation de faim. Ça peut être provoqué aussi bien par des émotions désagréables ou par des émotions agréables. Donc en fait, on peut aussi bien manger quand on est triste que quand on est content. On va avoir des envies de manger émotionnelles, donc des envies de manger sans faim, quand on est content ou pas content. Voilà. Et c'est strictement normal et ça contribue à notre équilibre psychologique. Donc elles sont essentielles. C'est tout à fait essentiel de les respecter. Et ces envies de manger émotionnelles, ou même les envies de manger tout court, hein, quand tout se passe bien, nos envies de manger, ce que je vous disais qu'elles sont commandées par des systèmes dans le cerveau, on pourrait appeler ça le système des envies. Quand tout se passe bien, ces envies sont l'expression de nos besoins. Et puis quand les choses commencent à se dérégler, les envies se dissocient des besoins. Et finalement, quelqu'un qui grossit, ce serait quelqu'un qui aurait plus d'envie que de besoins. C'est-à-dire que les envies se sont dissociées des besoins. Alors le meilleur moyen, il y a plein de façons de produire ce genre de désordre. Bon, le plus simple, c'est justement de manger sans aucune attention, parce que pour que le cerveau réponde correctement à nos besoins, ça suppose que nous ayons une certaine attention sur nos sensations alimentaires. C'est ça qui informe le cerveau de ce qu'on est en train de manger. C'est-à-dire que sans une conscience de nos sensations alimentaires, le cerveau ne sait pas qu'on mange. Quasiment pas. C'est-à-dire que ce qu'on mange sans attention n'est pas comptabilisé par notre cerveau. Si bien que vous pouvez très bien manger, quand vous supprimez l'attention, ou vous la détournez volontairement, on le fait dans des expériences, on détourne l'attention volontairement sur d'autres choses. Donc ça peut être des jeux, ça peut être la télévision, ça peut être n'importe quoi. Eh bien, les gens vont manger 10, 15, 20, 30, 40, 50% de plus. Ça peut aller jusque-là, jusqu'à 80, et même dans certaines situations, on a des modèles dans lesquels les gens
mangent à tel point sans attention qu'ils oublient qu'ils ont mangé. Donc, ils sont capables de remanger après, parce qu'ils ont oublié. Voilà. Alors, il y a plein d'expériences qui montrent l'importance de l'attention sur le rassasiement et sur la quantité de nourriture. Tiens, je vais vous en raconter une. C'est une expérience qui a été faite sur des volontaires qu'on a invités au cinéma pour aller voir une première d'un film de Mel Gibson qui s'appelait Playback. Et donc, à la moitié des volontaires, on a donné un petit pot de popcorn et à l'autre moitié, on a donné un grand pot de popcorn. Et ces popcorn avaient la particularité d'avoir été conservés pendant 5 jours dans un sachet plastique et enfermés dans un placard. C'était devenu des popcorn absolument immangeables, tellement immangeables qu'il y a même une personne qui a voulu qu'on lui rembourse sa place, alors que c'était une invitation gratuite. Et il y en a une qui a cru que c'était une blague et qu'on leur servait du polystyrène. Bon, eh bien, ceux qui ont eu les grands pots ont mangé 53% de popcorn en plus que les autres. Voilà. Pourquoi ? Parce que pendant qu'ils mangeaient, ils avaient l'attention sur le film. Voilà. Bon, alors des expériences comme ça, on en a plein. Et même ça va beaucoup plus loin. Parce que ce qui est intéressant dans ces expériences, c'est ce qu'on appelle l'effet Kiss Cool. C'est-à-dire que si vous prenez, vous prenez en gros toutes les expériences sur l'attention, moi je peux vous les résumer en quelques instants là. Vous prenez 2 personnes auxquelles vous donnez le même paquet de gâteaux. Vous en collez une devant un ordinateur et vous en collez une devant une tasse de thé. Bon, laquelle va manger le plus de gâteaux ? C'est évidemment c'est celle qui sera devant son ordinateur. Bon, jusqu'ici, c'était facile, quoi. Bon, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est si on regarde ce que ces personnes vont manger au repas suivant. Laquelle, normalement, serait censée manger le moins. Bon, en principe, on se dit que celle qui devrait le moins manger au dîner, c'est celle qui a mangé le plus de gâteaux, donc celle qui était devant son ordinateur. Et bien, en fait, c'est exactement l'inverse. C'est elle qui mange le plus. Alors pourquoi ? Parce que tout ce qu'elle a mangé devant son ordinateur n'a pas été comptabilisé par le cerveau. C'est comme si ça n'avait pas été mangé. Voilà. Et donc au repas, elle fait au dîner, au repas d'après, elle fait un repas normal, comme si elle n'avait pas mangé les gâteaux. Voilà. Donc, donc au bout du compte, on a un double effet comme ça de l'attention. Et ce qui va le plus altérer le rassasiement, c'est-à-dire le plus finalement détourner notre attention, c'est pas les ordinateurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est pas de regarder la télévision. Ça, c'est super facile à repérer et on arrive assez rapidement à travailler là-dessus et faire en sorte que les gens mangent dans une atmosphère finalement plus concentrée. Finalement, ce qui va le plus détourner l'attention de nos sensations alimentaires, c'est ce que disait Clara tout à l'heure, c'est l'attention sur les efforts de contrôle ou sur le surpoids et ses conséquences. C'est-à-dire que quand les gens vont manger, ils vont être concentrés non plus sur les sensations, mais sur leur effort et sur toutes les conséquences que ça va entraîner sur le poids de trop manger. Voilà. Et c'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est pas forcément la télé, c'est pas le film de la télé qui va le plus capturer l'attention, mais c'est les films qu'on sait dans la tête. C'est cela qui nous bouffe l'attention. Voilà. Alors, voilà. Bon, alors est-ce qu'il est normal d'avoir des envies de manger émotionnelles ? Oui, complètement normal. Ça fait partie de notre équilibre alimentaire. Et donc, il est impératif de savoir répondre à ces envies de manger émotionnelles. Alors là, je vais peut-être en choquer quelques-uns et quelques-unes. Le travail sur les envies de manger émotionnelles, c'est un travail qui est absolument essentiel. Le but, comme on a dit que les envies de manger émotionnelles étaient normales, le but, c'est pas de les faire disparaître. Si elles sont normales, on ne va pas les faire disparaître. Le but, c'est de les ramener à un niveau normal, c'est-à-dire le niveau qui correspond aux besoins, et empêcher
que ça devienne des compulsions. Bon, et ben, pour parvenir à ça, précisément, il va falloir s'entraîner, c'est un entraînement, c'est-à-dire c'est quelque chose que la plupart des gens ne savent pas faire, ne savent plus faire, et qu'il va falloir réapprendre. Il va falloir s'entraîner à répondre correctement à ses envies de manger émotionnelles. Alors qu'est-ce que ça veut dire correctement? Eh bien, ça veut dire 3 choses, essentiellement. C'est-à-dire, première chose, consommer l'aliment dont on a envie, et pas un autre. Voilà, si j'ai envie de chocolat, il ne s'agit pas d'aller manger des carottes, des bâtonnets de carottes ou autre chose, ou des radis. Premier point. Deuxième point, être attentif aux sensations que ça va procurer. Et troisième point, le plus difficile, et c'est tout un travail qu'on fait sur le programme Len Coaching, c'est de restaurer un sentiment de sécurité alimentaire. Ça veut dire d'être capable de consommer tout type d'aliments sans se faire de reproches ou sans s'inquiéter de rien. Donc voilà, il y a 3 conditions. C'est 1, le plaisir de manger l'aliment dont on a envie, l'attention sur les sensations alimentaires et ce sentiment de sécurité. Ça, c'est ce qui permet d'éteindre, si je peux dire, d'éteindre une envie de manger émotionnelle, de faire en sorte que justement, elle ne revienne pas sans cesse, comme le dit Fatima. Ça, c'est pas normal. Une envie de manger qui revient sans arrêt, ben, c'est qu'on n'a pas réussi à l'éteindre, au bout du compte. Et pourquoi on n'a pas réussi à l'éteindre? Ben, c'est pas la peine d'aller chercher très loin, c'est parce que un ou plusieurs de ces 3 facteurs n'étaient pas présents. C'était pas le bon aliment, parce qu'on a peut-être attrapé le premier qui passait. Il n'y avait pas l'attention, et puis il n'y avait pas ce sentiment de sécurité. Voilà. Et donc, à partir de là, l'envie de manger alimentaire ne s'éteint pas. Voilà. Alors, à ce sujet-là, je m'excuse d'y passer un peu de temps sur ces envies de manger émotionnelles, mais c'est vrai que c'est quand même un des sujets, peut-être le sujet le plus important. Moi, j'aime bien comparer les envies de manger émotionnelles à des petits départs de feu. Quand vous avez un petit départ de feu, si vous vous y prenez comme il faut, bah vous l'éteignez avec un verre d'eau. Vous prenez un petit verre d'eau, pof, vous versez, il n'y a plus rien. Vous avez tout éteint. Et puis si ça part un peu plus loin, et ben de nouveau, vous prenez un petit verre d'eau, vous allez l'éteindre, et puis vous faites ça aussi souvent qu'il faudra le faire. Et au bout du compte, bah, il ne se passe jamais rien. Quoi. Ça dépasse jamais le stade du petit départ de feu. Bon. En revanche, si vous vous y prenez mal, et ben, votre petit départ de feu, très très vite, il peut se transformer en un incendie de forêt. Donc là, vous prenez vos jambes à votre cou, et puis hop, vous filez le plus loin possible. Voilà. Et ben, les envies de manger émotionnelles, ben, c'est un peu la même chose. Voilà. Alors évidemment, ça ne s'éteint pas avec des verres d'eau. Ça s'éteint en maintenant ce fameux cadre dont on a parlé, c'est-à-dire le plaisir, l'attention et la sécurité. Voilà, c'est comme ça qu'on éteint une envie de manger. Et chaque fois que ce cadre n'est pas en place, ces envies de manger peuvent devenir des compulsions ou des hyperphagies, ou revenir sans arrêt tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures dans la journée. Voilà. Donc c'est ce cadre-là qu'il va falloir apprendre à mettre en place en toutes circonstances. Et ça, c'est compliqué. C'est très compliqué, notamment de ressentir ce sentiment de sécurité à chaque fois qu'on mange, quelles que soient les situations dans lesquelles on mange. Parce que on a tous une vision, une conception, on se fait tous une conception de ce que devrait être un comportement alimentaire normal. Alors, je peux vous dire que dans pratiquement 100% des cas, elle est fausse sur cette conception. Mais en tout cas, de fait, on a cette vision d'un comportement normal. Et chaque fois qu'on va se retrouver dans des situations qui vont un petit peu ébranler cette conception qu'on a de ce cadre, de ce comportement normal, à ce moment-là, on risque de perdre le sentiment de sécurité. À ce moment-là, on se sent un peu insécure. Et dès lors qu'on se sent insécure, on perd l'attention. L'attention va aller sur les pensées insécures. Et quand il n'y a plus ni la sécurité, ni l'attention, c'est à ce moment-là qu'il y a un risque très important de partir dans la compulsion.
Voilà. Donc, c'est tout un boulot de faire revenir ce sentiment de sécurité dans toutes les situations, quel que soit le type d'aliment consommé, et même, et surtout d'ailleurs, dans les situations qui vont venir heurter cette conception qu'on a d'un comportement alimentaire normal. Voilà. Bonjour Claire. Claire qui demande, qui dit, j'ai 4 enfants, j'ai pris énormément de poids, et mon poids et mon poids est à 74 kilos. Et avec le confinement, je me retrouve à 82, comme beaucoup de personnes lors du confinement qui ont pris du poids, que je n'ai jamais fait. Est-ce qu'il se pourrait que ce soit quand même mon nouveau set point? Bravo Claire. Le set point, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc le poids d'équilibre. Alors, non, Claire, moi je dirais que c'est beaucoup, beaucoup trop tôt pour arriver à cette conclusion-là. Rien ne dit que ce nouveau poids est votre nouveau poids d'équilibre. Il est possible que vous ayez dépassé votre poids d'équilibre. Donc il faut faire d'abord ce travail sur la faim, le rassasiement et les envies de manger émotionnelles pour voir si en mangeant moins, vous réussissez à perdre du poids. Voilà, et à ce moment-là, on pourra savoir où se trouve votre nouveau poids d'équilibre. Ou même s'il s'est déplacé, peut-être que vous pouvez revenir au poids d'avant le confinement. Bon, on peut pas le prédire, mais en tout cas, on ne peut pas affirmer que vous avez complètement déréglé votre poids d'équilibre simplement parce que vous avez grossi. C'est très prématuré. Bonjour Laurence. Alors Laurence n'a pas souvent la sensation de faim. Donc si j'attends d'avoir faim, c'est pas souvent. Et c'est très compliqué en travaillant pour manger quand j'ai faim. En travaillant pour manger quand... Ah oui. D'accord. Bon, alors, ça, ce sont des dérèglements. Quelqu'un qui n'a pas souvent faim, c'est évidemment un dérèglement. Quelqu'un qui a même rarement faim. Ça peut s'expliquer tout simplement par le fait que les repas sont globalement trop importants ou qu'il y a beaucoup plus d'envie de manger que de faim. Et parfois, on a tellement envie de manger, on a tellement souvent envie de manger que ça laisse même pas à la fin le temps de revenir. Donc, on fait des exercices. Donc, on a toute une série d'exercices sur notre programme qui permettent de travailler aussi bien sur la faim que sur les envies de manger, de sorte que la faim va revenir, les envies vont redevenir l'expression de la faim et de l'ensemble de nos besoins. Et quand je dis que les envies sont l'expression de nos besoins, je parle aussi bien des besoins physiques que des besoins émotionnels. Les envies, ça exprime les deux. Et il faut respecter les deux. Coucou Véro, je confirme. Difficile de rester dans le contrôle. Pas égaux face à la volonté. Ah, ça c'est vraiment sympa, ça c'est intéressant. Pas égaux devant. C'est difficile de rester dans le contrôle, on n'est pas égaux face à la volonté. Il n'y a qu'à pas essayer de contrôler. Comme ça, on devient tous égaux. Voilà. Là où on est à peu près tous égaux, c'est qu'au bout du compte, sur la ligne d'arrivée, on en sera tous au même point. On aura tous lâché le contrôle. Voilà. Il y en a qui tiennent plus ou moins longtemps. Il y en a qui sont capables de tenir, qui tiennent que 2 heures. Et puis moi, j'ai vu des gens qui tenaient 20 ans. Hein. Mais alors, je peux vous dire que je ne vous le recommande pas. Parce que quand je pense à cette personne qui a tenu 20 ans dans le contrôle, pendant 20 ans, elle a tenu son poids à 45 kilos. Et un beau matin, son mari l'a quittée pour une petite jeunette. Elle a complètement perdu le contrôle et de 45 kilos, elle est passée en 2 ans à 90 kilos. Donc quand ça pète, le contrôle, ça peut péter grave. Hein. Voilà. Donc non, c'est vrai qu'on n'est pas égaux face au contrôle. On n'est pas égaux face à la volonté.
Oui, ça c'est vrai, mais c'est pas le sujet, parce que justement, si on veut maigrir, le piège, c'est de mettre du contrôle mental. Ça, c'est vraiment un piège. C'est le truc à éviter. Parce que personne, sur la durée, n'arrivera à le tenir. C'est juste une question de temps. En fait, il y en a qui vont lâcher au bout de semaines, de mois, 2 ans, 20 ans. C'est qu'une question de temps. Des gens qui tiennent le contrôle sur la vie entière, bah, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Les études disent qu'il y en a 5%. Voilà. Alors aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde contrôle d'ailleurs. Mais il y en a qui vont contrôler pour rien. Hein. C'est-à-dire que même sans contrôle, elle ne bougerait pas, elle serait toujours au même poids. Coucou Christine. Pourquoi parfois j'arrive à manger moins sans contrôle, tout va bien, et parfois, à un moment donné, ça bascule et les débordements alimentaires reprennent. J'ai l'impression d'être une alcoolique de la bouffe. Bon, alors ça, Christine, je ne peux pas répondre comme ça parce qu'il faudrait vraiment qu'on approfondisse, qu'on discute un peu plus tous les deux. Je ne peux pas vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le contrôle, c'est très sournois et que le contrôle, ça ne concerne pas uniquement les aliments. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de contrôler sa consommation de pommes ou de chocolat. Au début, même, on avait retiré le contrôle sur les aliments. On avait dit, ben voilà, donc tout ce que je vous ai expliqué au début du webinaire, vous pouvez manger ce que vous voulez, à condition de respecter votre faim et votre satiété, on a dit. Bon. Et bien ça, on s'est aperçu que c'était une grosse erreur de dire ça. Parce que finalement, c'était une forme de contrôle. Ça aussi, c'est du contrôle. De vouloir respecter strictement sa faim et sa satiété, c'est aussi du contrôle. Et bien ça a déclenché, on s'en est rendu compte, il a fallu, après quelques années, hein, c'était devenu tout à fait évident, quand les gens essayaient de respecter strictement la faim et la satiété, ben, ils faisaient aussi des compulsions. C'est-à-dire qu'ils avaient aussi des ruptures dans leur contrôle. C'est-à-dire qu'ils essayaient de manger que quand ils avaient faim, et puis ils essayaient de s'arrêter quand ils cessaient d'avoir faim. Voilà. Et ben, comme parfois ils n'y arrivaient pas, chaque fois qu'ils n'y arrivaient pas très bien, ils faisaient des compulsions. C'était un déplacement du contrôle. Voilà. Et c'est pour ça que maintenant, on ne travaille plus du tout de cette manière-là. On ne demande pas du tout aux gens de respecter strictement la faim et la satiété. On travaille sur le système des envies de manger. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, vous mangez moins. Alors, je vais dire, ça a l'air bête de le dire comme ça, mais vous mangez moins parce que vous n'avez pas envie de manger plus. Voilà, et que si vous deviez manger plus, il faudrait que vous vous forciez. Donc, il n'y a pas de contrôle du tout, quoi. Quand on travaille sur le système des envies, on a simplement moins envie de manger. Alors, ça a l'air magique, parce que ça a l'air complètement magique. Je mange pas plus parce que j'ai pas envie de la boucher en plus. Ça m'intéresse plus et même ça me ferait pas plaisir. Voilà. Et je m'aperçois que je mange comme ça un tiers, un quart, un tiers de moins. Voilà. Et alors souvent les gens disent c'est vraiment très très bizarre, j'ai l'impression d'avoir rien fait. En fait non, c'est pas vrai, ils n'ont pas rien fait du tout. Ils ont suivi tout le programme, ils ont suivi tous les exercices qu'on leur a recommandés tout au long du programme. Et ça agit sur ce système des envies de manger. Ils ont de moins en moins, ils ont moins envie de manger. Voilà. On a en quelque sorte reconnecté le système des besoins avec le système des envies qui étaient totalement dissociés l'un de l'autre. Ah ben voilà, Karine pose exactement la question. Voilà, c'est une réflexion de Karine qui demande quelle différence entre les pratiques axées sur les envies de manger et les pratiques axées sur les sensations alimentaires. Alors, ben voilà, c'est ce que je viens de dire. Si on essaye de... Ça ne veut pas dire que les sensations alimentaires n'ont plus aucun intérêt. Hein. Je n'ai pas dit ça du tout. Hein. On travaille toujours sur les sensations alimentaires, mais simplement pour mettre l'attention dessus, pas obligatoirement pour les respecter. Et donc, on peut être attentif à sa faim, à ses sensations gustatives, à son plaisir sensoriel. On peut mettre l'attention dessus sans pour autant se contraindre à s'empêcher de manger. C'est-à-dire que quand on disait aux gens il faut que vous mangez quand vous avez faim
Ben, s'ils avaient envie de manger et pas faim, il fallait donc qu'ils s'en empêchent, il fallait qu'ils se retiennent. Donc ils étaient obligés de lutter contre une envie de manger. Et ben, quand vous luttez contre une envie de manger, il se passe exactement le contraire de ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'au lieu de l'éteindre, vous l'embrasez. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Vous allez lutter contre cette envie, ou alors vous allez manger en vous faisant le reproche d'avoir cédé. Le cadre, le fameux cadre dont j'ai parlé, plaisir, attention, sécurité, n'est plus là, il n'y a plus la sécurité. Et au lieu d'éteindre cette envie, ça l'embrasait, ça faisait des compulsions. Donc on ne travaille plus du tout de la même manière qu'avant. Ça ne veut pas dire qu'on n'accorde plus aucune importance aux sensations alimentaires. C'est juste qu'on accorde beaucoup plus d'importance au système des envies de manger et qu'il n'y a pas d'impératif de respecter la faim et la satiété. Voilà. Alors ça, bon, je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est vraiment un développement, c'est un gros développement hein, d'expliquer la fonction de la faim. Mais en fait, quand vous ferez vos exercices, vous allez vous apercevoir que la faim, dans un repas, ça représente très très peu de bouchées. Ça s'en va très rapidement. La sensation de faim vous quitte après 5, 6, 7, 8 bouchées. Et tout le reste du repas se consomme sans faim. Et ça, c'est normal. Heureusement qu'on ne s'arrête pas à 5 bouchées. Si on s'arrêtait à 5 bouchées, il faudrait recommencer à manger toutes les 10 minutes. Donc personne ne veut faire ça. Certains animaux le font, hein, parce qu'évidemment, ils n'ont pas les mêmes emplois du temps que nous, quoi. Ils n'ont pas la même organisation sociale. Donc, ils s'en foutent, ils peuvent manger tous les quarts d'heure, ça ne leur pose pas de problème. Nous, ça nous embêterait un peu quand même. Bon, donc on ne le fait pas, personne ne le fait, c'est ce qu'on appelle l'appétit prévisionnel. Donc, il y a une toute petite partie du repas qui est consommée avec une sensation de faim, et l'essentiel du repas est consommé sans faim. C'est de l'appétit prévisionnel. C'est fait pour tenir jusqu'au repas d'après. Voilà. Donc ça va être ça, c'est ça la différence, c'est l'essentiel du travail porte sur les envies de manger, l'appétit prévisionnel, c'est aussi l'envie de manger. Alors, pour arriver, Virginie, bonjour, coucou. Si j'ai bien compris, pour arriver au point d'équilibre, il faut écouter son corps et lâcher prise. Oui, mais il faut faire gaffe à ce que c'est que lâcher prise. Lâcher prise, ça ne veut pas dire juste lâcher le contrôle mental. Si vous lâchez le contrôle mental et que vous ne mettez rien à la place, vous prenez 10 kilos dans l'année qui arrive, quoi. Ça, c'est du garanti. Hein. On doit le lâcher prise, oui, si vous le comprenez comme retirer le contrôle mental pour le remplacer par ce contrôle naturel via les systèmes de régulation. Voilà, on remplace le contrôle. Il faut toujours qu'il y ait un contrôle dans le comportement alimentaire. Soit c'est mentalement vous allez vous en occuper, soit ce sont vos systèmes de régulation qui vont s'en occuper. Mais de toute façon, il y aura un contrôle. Voilà. Et il vaut mieux que ce soit un contrôle dont vous ne vous occupez pas, parce que votre cerveau, techniquement, il n'a pas été fabriqué pour s'occuper de tout ça. Il ne sait pas le faire. Comment se stabiliser après une perte de poids? Voilà, tout simplement, en fait, il n'y a pas de programme de stabilisation. Nous, on ne fait pas de programme de stabilisation, c'est le même programme qui permet de perdre le poids et d'y rester. C'est-à-dire que notre programme permet d'atteindre le poids d'équilibre et d'y rester. C'est la fonction de nos systèmes de régulation. C'est ça leur boulot. Leur boulot, c'est de nous ramener à notre poids d'équilibre et puis de nous y maintenir. Donc, nous, on restaure la fonction de ces systèmes et après, ils font leur travail. Donc, il n'y a pas enfin, comme j'allais dire, il n'y a pas de régime. On ne fait pas deux phases comme on le décrit dans les régimes. Il n'y a pas une phase d'amaigrissement et une phase de maintien du poids. C'est le même travail tout du long, en fait. Comment peut-on maigrir avec l'alimentation intuitive en ayant 30 ans de régime et de surpoids? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge du tout. Bon, le problème, c'est juste la question du poids d'équilibre, de savoir où est-ce qu'il a été se mettre et est-ce qu'il s'est déréglé ou pas déréglé. Mais faire un travail sur l'alimentation intuitive et la disparition du contrôle, on peut le faire absolument à tout âge. Je l'évoquais tout à l'heure, moi je pense que ma doyenne devait avoir plus de 70 ans. Hein. Bon, je vais
devoir vous quitter. Je vois, les minutes là, qui passent. Il est déjà 19h29. Écoutez, je suis bien content d'avoir pu discuter avec vous. Bon, il y a encore évidemment plein de questions. De toute façon, il suffirait plus jamais d'une heure. Il faudrait y passer des heures et des journées peut-être même. Mais voilà, vous trouverez toutes les réponses et moi je répondrai à vos questions si jamais vous nous faites le plaisir et l'honneur de venir nous rejoindre sur notre programme. Je répondrai régulièrement à toutes les questions que vous vous posez. On a des coachs qui font tout ça. On a des textes qui expliquent tous ces mécanismes et qui vont répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Et puis une grande communauté aussi qui va venir qui témoigne à la fois de ses succès, de ses difficultés, parce que c'est pas forcément si simple que ça non plus. Et les gens, tous ceux qui apprennent, ils apprennent en faisant des erreurs. Et c'est pas une formule que j'emploie, mais sincèrement, on peut pas faire autrement que d'apprendre en commettant des erreurs. Et tout le jeu, c'est ça d'ailleurs, c'est de réussir à apprendre de ces erreurs pour pas répéter l'erreur à l'infini. Donc, oui, vous allez en faire, vous ferez des erreurs, vous en ferez plein, certainement. Mais nous, on est là pour que, justement, vous appreniez de vos erreurs et que vous répétiez pas vos erreurs et que chaque fois, vos erreurs vous fassent progresser. Et je vous assure qu'il n'y a pas un autre moyen d'apprendre. Je le dis pour les perfectionnistes qui nous écoutent et qui détestent commettre des erreurs et que souvent, ça conduit à se décourager et à abandonner. Voilà. Bon, écoutez, je vous retrouverai donc tous et toutes, ou toutes et tous, selon la formule qu'on utilise aujourd'hui, celles et ceux, comme on dit, donc avec grand plaisir, si vous acceptiez, si vous nous faites le plaisir, l'honneur de venir nous rejoindre sur notre programme Line Coaching. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé un moment intéressant, un moment où vous avez peut-être appris des choses, découvert des choses, ou j'ai réussi à vous intéresser à certaines choses. Et je vous dis donc à très bientôt, peut-être dans d'autres circonstances, ou peut-être pour un autre webinaire qu'on fera comme ça aussi. Voilà. Merci à tous, à toutes, à tous de votre attention et à très bientôt.